Je m'appelle Elodie, j'ai 32 ans, et je suis l'aîné des jumeaux, avec 6 minutes d'avance sur mon frère, Thomas. J'ai passé ma vie entière à apprendre à devenir invisible aux côtés de Thomas. Mais rien, absolument rien, ne m'avait préparé à ce qui est arrivé cette nuit-là. C'était sa fête de fiançailles. Le rire remplissait la pièce, les verres tintaient comme si la célébration pouvait étouffer la vérité. Puis mon père s'est levé, rayonnant de fierté, tenant une enveloppe à la main. Il a appelé Thomas. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait un titre de propriété. Pas n'importe lequel, le mien. L'appartement que j'avais épargné, réparé, reconstruit avec chaque euro que je possédais. Celui qu'il m'avait promis de me léguer un jour. Les applaudissements ont éclaté. Comme le tonnerre. Je suis resté pétrifié, un verre à moitié vide tremblant dans ma main. Et en cet instant, j'ai enfin compris. Dans ma famille, l'amour était conditionnel, et je venais d'échouer au test final. Ce soir, la jumelle invisible disparaît pour de bon. Grandir avec Thomas, c'était comme vivre à côté du soleil, il recevait la chaleur, je recevais l'ombre. Quand il ramenait un décembre 2020, mes parents organisaient un dîner de fête. Quand j'étais félicité au conseil de classe, il disait « C'est bien, Elodie », puis il se tournait vers lui. Le message était clair avant même que je sache épeler mon propre nom. Thomas comptait, j'étais le surplus. À 27 ans, j'avais construit une vie calme et décente, un petit poste en marketing, des trajets en RER, et l'espoir fragile qu'un jour, enfin, mes parents me verraient. C'est alors que maman a souri lors d'un dîner et a dit « On a réfléchi, tu pourrais habiter dans l'ancien appartement de ta grand-mère. » Sa voix ruisselait d'une générosité forcée. On ne te demandera que 75% du prix du marché. J'ai forcé un sourire. Cela ressemblait à de l'aide, mais c'était un test. J'ai dit oui, car dans ma famille, les miettes d'affection sont traitées comme des miracles. La première fois que je suis entré, j'ai failli pleurer. Le plancher s'affaissait. Comme un avertissement. Les murs étaient tachés de jaune. L'air sentait le renfermé. La cuisine bourdonnait d'appareils mourants d'un autre siècle. Ce n'était pas un foyer, c'était une tombe qu'on avait oublié d'enterrer. Mais je l'ai pris. J'ai peint ces murs moi-même. J'ai arraché la moquette jusqu'à ce que mes paumes soient à vif. J'ai frotté la moisissure des carreaux jusqu'à l'asphyxie. J'ai dormi sur le sol certaines nuits, trop épuisé pour tenir debout. J'ai appris quel tuyau fuyait, quelle prise faisait des étincelles. Chaque bleu, chaque coupure murmurait, peut-être qu'ils te remarqueront maintenant. Pendant un temps, j'ai cru que l'effort égalait l'amour. Ils appelaient cela de la générosité, j'appelais cela un entraînement à la survie. Pour la première fois de ma vie, je me sentais stable. Chaque paix, je mettais un peu plus de côté pour la peinture, les outils, les nouveaux luminaires. Des détails que mes parents ne remarquaient jamais, mais qui me tenaient à cœur. Un week-end, j'ai remplacé toutes les prises électriques seul. L'électricien qui les a inspectées a dit « Vous venez d'éviter à 7 appartements de brûler. » J'ai souri, non par fierté, mais par soulagement. Car, pour une fois, sauver quelque chose avait de l'importance. Mes parents passaient. Parfois. Ils regardaient autour d'eux, hochant la tête comme s'ils inspectaient un chantier, pas un foyer. Tu retapes vraiment bien cet endroit, disait maman en passant la main sur le mur fraîchement peint. Ça vaudra beaucoup plus cher quand tu auras fini. Cette phrase, quand tu auras fini, m'est restée en travers de la gorge. Mon père appelait cela surveiller son investissement. Il amenait parfois Thomas, qui plaisantait sur le fait d'emménager après moi. Je riais, parce que c'est ce que font les bonnes filles. Mais derrière
Le sourire, j'ai commencé à garder chaque reçu, chaque pot de peinture, chaque appareil électroménager, chaque facture de prestataire à mon nom. Puis est venu le jour où ils se sont assis sur mon canapé, le visage lourd de cette tristesse particulière que les parents utilisent quand ils veulent quelque chose. Élodie, la banque menace de saisir, a dit maman doucement. On doit 30 000 euros. On ne peut pas perdre cet endroit, a ajouté papa. Vois ça comme un investissement. Cet appartement sera à toi un jour. Un jour. Ce mot m'avait été lancé comme un appât depuis l'enfance. Toujours à un sacrifice près. Mais je les ai crus parce que c'étaient mes parents. J'ai transféré l'argent là. Même semaine. Toutes mes économies. Mes mains tremblaient en cliquant sur confirmer. C'était comme acheter de l'amour en solde. Mais je me suis dit que cette fois, c'était différent, cette fois, je n'étais pas une option de secours, j'étais choisi. Pendant quelques semaines, je me suis laissé croire. Papa a même dit, on est fier de toi, Élodie. 2 mots que j'avais attendu 30 ans. Le mois suivant, tout semblait normal. Pas de mention de la dette, pas de mention du futur. Juste le silence. Mais parfois, le silence n'est pas la paix, c'est le bruit d'un piège qui se referme. 2 semaines plus tard. Thomas m'a appelé au travail, la voix pétillante de joie. Clara et moi, on se fiance. Tu viens à la fête, n'est-ce pas? J'ai souri au téléphone. Bien sûr. Malgré tout, c'était mon frère. La soirée de la fête était chaude et dorée. Les rires fusaient dans la maison des parents de Clara comme du champagne. Pour un moment, j'ai réussi à être heureuse pour lui. Puis mon père s'est raclé la gorge. La pièce s'est tue. Diane et moi voulons offrir quelque chose de spécial à Thomas pour commencer sa nouvelle vie, a dit papa. Il a sorti une enveloppe de sa veste. Thomas a déballé les papiers, les yeux brillants. Le titre de propriété, a-t-il dit, la voix brisée. Vous nous donnez l'appartement? Mon père a hoché la tête fièrement. C'est le moment, fiston. Tu l'as mérité. Les applaudissements ont tonné. Le son m'a frappé comme une vague. Mon appartement. Celui pour lequel j'avais saigné, payé, construit du pourri vers la lumière. Celui que j'avais sauvé avec 30 000 euros que je n'avais plus. Attends, n'est-ce pas l'appartement d'Élodie, a lancé ma tante Barbara. Les rires ont flanché. Élodie y loge depuis des années. Il est temps qu'elle passe à autre chose. Nous avons été assez généreux, a ajouté maman. Comme si j'étais une locataire indésirable. La chaleur a grimpé le long de ma gorge. Je voulais hurler que j'avais payé mon loyer chaque mois, que j'avais tout reconstruit, mais ma voix ne sortait pas. 30 ans d'entraînement au silence m'avaient verrouillé. Je suis parti avant le dessert. Pas d'adieu. Juste les phares de ma voiture, des larmes, et la réalisation lente que la famille à laquelle j'essayais désespérément d'appartenir venait de m'expulser de ma propre vie. Ils lui ont donné mon foyer, je me suis donné ma liberté. Cette nuit-là, en rentrant, quelque chose en moi a cassé. Proprement. Pas de musique, pas de larmes, juste l'écho des applaudissements. Quand j'ai déverrouillé la porte, je n'ai plus vu un appartement. J'ai vu des preuves, 5 ans de factures, de tickets, de sueur séchée dans les murs. Ils pensaient pouvoir m'effacer? J'ai décidé de leur montrer à quoi ressemble l'effacement. J'ai appelé Olivia. Je peux rester chez toi. Bien sûr, que s'est-il passé? Plus tard, j'ai juste besoin d'un camion de déménagement. Au matin, j'avais un plan, précis, impitoyable. J'ai commencé par les appareils électroménagers, chaque cycle de lave-vaisselle, chaque bourdonnement du frigo, c'était moi qui les avais achetés.
J'ai appelé la société de service, déconnecté tout, emporté tout. Le technicien a hésité. Ça va laisser l'endroit vide. C'est exactement le but. À 9 heures, ils ont tout débranché, dévissé chaque luminaire que j'avais installé. Le bruit des perceuses était une symphonie. Ensuite, les sols. Le stratifié que j'avais payé planche par planche. Ils ont tout arraché. En dessous, l'ancienne moquette attendait, tachée, fragile, oubliée, exactement. Comme leur version de moi. Au coucher du soleil, l'endroit ressemblait à ce qu'il était quand je suis arrivé, brisé, vide, non aimé, parfait. J'ai laissé seulement la poussière et les souvenirs. Puis j'ai écrit un mot, j'ai déménagé comme demandé. L'appartement est à vous maintenant. J'ai scellé les clés et envoyé le tout par coursier. Le lendemain, mon téléphone a explosé. Rage, insultes, menaces de police. J'ai répondu une seule fois, allez-y. Dites-leur que j'ai repris ce que j'avais acheté. Et parlez-leur des 30 000 euros que vous m'avez volés. Silence. J'ai raccroché. Mais je n'avais pas fini. Il restait une dette. Depuis 3 ans, ils utilisaient ma Honda, toujours à mon nom. J'ai appelé une fourrière. 1 heure plus tard, la voiture était à moi. Maman a appelé une dernière fois, tu ne peux pas nous faire ça. Je l'ai déjà fait, ai-je répondu. C'est vous qui m'avez appris comment faire. J'ai vendu la voiture. 12 000 euros sur mon compte. Pas une vengeance, juste un équilibre. Ils ont volé mon foyer, j'ai volé ma liberté. 3 semaines plus tard, le téléphone a sonné, ce n'était pas la colère, mais Clara. On peut se parler? Nous nous sommes vus dans un café. Ses yeux étaient rougis. Tes parents m'ont dit que tu avais tout ruiné. Elle a pris une grande inspiration. Puis j'ai découvert la vérité. L'argent, les travaux, l'expulsion. Je ne peux pas me marier dans cette famille. Thomas t'appelait jalouse, mais je ne vois que de la force. Je n'ai pas jubilé. J'ai juste hoché la tête. Pour la première fois, quelqu'un me voyait clairement. Pas la jumelle oubliée, pas la fille de secours, juste Élodie. 1 mois plus tard, le mariage était annulé. Mes parents étaient furieux, crachant mon nom comme une malédiction. J'ai souri. Qu'ils le fassent. Je vivais dans la maison vide de Ryan. Pas de loyer, pas de culpabilité, pas de fantôme. Je l'ai rempli avec les mêmes mains qui avaient reconstruit un appartement brisé, mais cette fois, je construisais une vie. Chaque matin semblait plus léger, chaque silence méritait. J'ai arrêté d'attendre qu'on remarque que j'existais, parce que moi, je le savais. Parfois, l'idée de famille me manque, mais je me rappelle alors ce que cela fait de mendier un amour sous condition. Maintenant, je ne m'en dis plus. Je choisis. Je choisis la paix. Je choisis mes limites. Je choisis moi. Et si quelqu'un appelle cela de l'égoïsme, c'est qu'il n'a jamais su ce que c'est que de survivre en étant invisible. Je n'ai pas perdu une famille. J'ai perdu mes geôliers. Et enfin, je suis libre.